Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Julien. Salut Samuel. Comment tu vas ? Très bien, merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 10. Non, vu qu'il y a un hors-série, oui, ça sera l'épisode 10, vu qu'il y a un hors-série. Le 11e épisode que je tourne. Et aujourd'hui, je le fais avec toi. C'est un vrai plaisir, d'autant plus que j'avais vraiment envie de faire cet épisode. Parce que lorsque je t'avais rencontré la première fois, donc tu étais dans un panel, je trouvais vraiment toutes tes histoires et ta pédagogie extrêmement intéressantes. Et je me suis dit, lui, je le veux sur le podcast. J'ai envie qu'il nous partage ça. Du coup, nous voilà, quelques mois après, sur le podcast. Merci encore. Et j'espère que je serai le plus intéressant possible. En tout cas, j'hésiterai pas à partager beaucoup. Je m'excuse d'avance si je suis bavard. Pas de souci, on est là pour ça. Du coup, on va aller directement là-dedans. Je vais te demander un peu de te présenter, de dire un peu qui tu es et comment tu veux qu'on se rappelle de toi. Eh ben écoute, dans mon quotidien, je suis consultant. Ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne plutôt les grands groupes français chez le cabinet Deloitte. Je suis associé en charge des sujets d'innovation. Donc j'accompagne ces grands groupes à intégrer de l'innovation dans leur fonctionnement, que ce soit pour créer des nouveaux services aux clients ou dans leur façon de fonctionner en interne. Voilà, c'est un métier qui m'a appris un peu la résilience, parce que par rapport à mes jeunes années, ça va pas toujours aussi vite que je l'avais imaginé. Ok. Juste pour prendre un peu de recul, moi depuis tout jeune, je suis passionné de sciences en général et sciences d'information en particulier. Et donc ça m'a conduit à être ingénieur des mines, et puis d'arriver dans l'informatique, un petit peu au moment de l'émergence de l'Internet 1, Web 1. Et puis du coup j'ai suivi après ces évolutions, cette manière de se sophistiquer dans la gestion de l'information, et puis ça m'a amené à devenir un peu plus pluridisciplinaire, parce que finalement tout est lié à l'information et l'énergie, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, information et énergie, et donc ça régit un peu nos sociétés, et même avant nos sociétés, la biologie, la géologie, la façon dont évolue l'univers carrément. Ok. Et donc voilà, sans être plus long dans l'introduction, je pense que cette approche la plus large possible en termes de science que j'aime de plus en plus prendre pour essayer de faire des liens entre des sujets qui peuvent ne pas en avoir au départ et qui finalement sont très liés et qui nous permettent un peu mieux d'appréhender l'avenir. Enfin, j'espère. Un de mes métiers, c'est d'essayer d'anticiper, même si on n'a pas de boule de cristal, pas de recette secrète pour faire de l'extrapolation, mais on essaie en tout cas d'envisager des scénarios et de prendre les plus souhaitables possibles pour l'humanité. Ok, et sur quoi tu te bases pour créer ces scénarios ? Beaucoup d'histoires. J'étais moins réceptif jeune à l'histoire, mais en fait, je me suis pris de passion pour comprendre comment la vie est apparue sur Terre, comment les organismes sont évolués avec des formes d'évolution un peu différentes. On va parler de macroévolution, de microévolution et de l'oscillation entre ces types de phases. Et puis comment la gestion de l'information, au départ par l'ADN, puis par donc la génétique, puis par la mémétique, la culture, puis après les outils de la culture, donc le langage, l'écriture, l'imprimerie, l'informatique. Et en fait, par l'histoire, on arrive à voir apparaître un peu des cycles. Et c'est par ces cycles qu'on essaie de dire, voilà, normalement on est dans telle phase du cycle. Donc il y a une forte probabilité pour que ça se passe de cette manière et que ça reparte dans une autre manière. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaie de créer des scénarios. Ok. Et du coup, là, les cycles, pour toi, après avoir étudié un peu toutes ces choses-là, tu as dit 2 points qui sont importants. C'est
l'information et l'énergie. Ces cycles par rapport à l'information et autres, est-ce que chaque cycle, ça se répète toujours, ou est-ce que parfois il y a des moments où la boucle se brise et il y a des cycles qui sont totalement différents, qui changent du tout au tout, et où on a par exemple des choses, on n'a rien sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir réellement déterminer l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je pense que c'est un bond qui est incroyable. Sur quoi on se base? Comment est-ce qu'on arrive à anticiper l'avenir par rapport à ça? Excellente question. Moi, ce qui m'a beaucoup plu ces dernières années, c'est d'étudier la thermodynamique. Au départ, par François Rodier, qui malheureusement nous a quittés cet été, qui était un grand chercheur d'astrophysique et qui, à la fin de sa vie, a fait des liens entre justement la façon dont se structure l'univers et les structures de l'univers, qu'on appelle structure dissipative. Enfin, une structure dissipative, donc c'est un système ouvert qui a besoin de l'énergie de l'extérieur pour vivre d'une certaine manière, même si tout n'est pas vivant dans les structures dissipatives, mais en tout cas les organismes vivants sont des structures dissipatives. On a besoin de manger, de respirer pour créer ce qu'on appelle de la négantropie, c'est-à-dire l'inverse de l'entropie, l'inverse du chaos, pour faire simple. Donc pour se structurer, pour structurer nos pensées et faire en sorte qu'on se sophistique d'une certaine manière. On a besoin d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'une structure dissipative qui est traversée par de l'énergie, elle est souvent, quand elle le peut, quand elle a la capacité, selon son contexte, elle fait ce qu'on appelle de l'auto-organisation, par criticalité pour être exact. Là encore, c'est des théories longues, et j'espère que les plus curieux iront voir les travaux d'Ilya Pirogine, d'Eric Jans, et puis François Rodier que j'ai cité. L'auto-organisation, c'est fascinant. Pour répondre à ta question, c'est à la fois ces cycles entre ordre et chaos. L'ordre amène des structures toujours plus massives, importantes, et donc très, très ordonnées, très structurées. Et puis parfois, on atteint ce fameux point de criticalité où il y a une sorte d'avalanche. On prend souvent l'anecdote du tas de sable. Il se forme, s'il est traversé en gros d'énergie qui tombe comme un flux de sable, il se forme dans une petite montagne qui va faciliter la dissipation de cette énergie. Mais à un moment donné, il arrive à un point critique où il y a une sorte d'éboulement, d'avalanche. Ça, on ne peut pas le prédire. Donc, pour répondre à tes questions, on ne peut pas exactement prédire quand est-ce qu'il y aura des crises. On sait qu'il y a des durées de cycle plus ou moins en train de se raccourcir dans le temps, si on prend les dernières structures dissipatives que sont nos civilisations. Donc, on sait qu'à un moment donné, nos civilisations sont arrivées à un niveau d'ordre qui nécessite de revenir à du chaos par une crise. Et cette oscillation entre ordre et chaos, elle prend aussi le chemin de ce qu'on appelle le cycle thermodynamique de Carnot. Carnot qui a inventé le moteur à 4 temps, donc 4 phases de cycle, qu'on voit quand on fait, là je vois le café, quand on fait bouillir de l'eau, donc la casserole sur une source chaude, puis une source froide qui est l'air au-dessus. Ces deux sources vont former, à partir d'un certain degré de température, gradient de température, un mouvement dit convectif, où on retrouve dans ce mouvement convectif les 4 phases de Carnot, donc le réchauffement en bas, qui fait ensuite une phase d'élévation qu'on retrouve dans la nature, c'est le printemps, l'éclosion, qu'on retrouve aussi dans le cerveau, c'est la phase active du cerveau. Tout est lié un peu, tout est lié à ces retrouve, 4 phases. Le refroidissement, quand tu atteins le haut de la casserole et la source froide, et puis après tu retombes, l'eau retombe parce qu'elle est refroidie, et elle retombe dans une phase de déclin. Dans les 4 saisons, c'est l'automne, fall en anglais, qui vient nourrir en fait une germination, un hiver, un réchauffement à nouveau du bas de la casserole. Donc cette germination, elle est importante pendant l'hiver pour revenir dans le printemps. Donc on a fait cette boucle, et le cerveau fonctionne de la même manière avec 4 ondes différentes, 4 ondes cérébrales différentes, dont la phase de crise, l'automne, qui est pendant notre sommeil profond, où cette crise, elle nous sert à exploser un petit peu, rendre chaotique ce qu'on a vu dans la journée, mais après pour le retrier en idées pendant l'hiver et repartir d'attaque pour la journée suivante. Et est-ce que c'est le chaos qui rend les choses résilientes ?
Oui, le chaos, on peut dire ça. Le chaos permet de passer des crises inattendues. On peut prendre des grosses structures comme la Chine qui sont extrêmement ordonnées, mais moins résilientes à un grain de sable comme le Covid qui va complètement les paralyser. Là où d'autres empires nations comme l'Inde ont eu, dans leur chaos, entre guillemets, un peu plus de résilience à ce caractère exogène qui a été le Covid dans les engrenages de leur mécanique. Donc il y a plein d'exemples. Les dinosaures qui étaient devenus des très larges organismes, ils fonctionnaient très efficacement pour la dissipation de l'énergie parce qu'ils en captaient beaucoup de l'énergie en mangeant notamment. Mais quand une météorite est passée par là, voilà, ils ont été moins agiles ils n'ont pas réussi à s'adapter à ce changement soudain. Okay. Là où d'autres structures beaucoup plus petites, beaucoup plus concurrentielles les unes avec les autres, là où la paternité est moins forte, les petits organismes sont souvent moins familiaux au sens de protéger la progéniture. Parfois ils se mangent entre eux d'ailleurs, mais cette compétition permet d'être plus résilient face à des choses qui arrivent de l'extérieur. Okay, je vois. Mais donc les deux sont nécessaires. On parle en biologie de K-évolution, la macroévolution, les macro-organismes, et la R, sélection naturelle, donc R plus dans la résilience et les petites structures. Et c'est très intéressant en fait de voir que voilà, de la géologie à la biologie à maintenant la sociologie, donc nos grands ensembles de groupes humains, on vit en fait ces mouvements d'évolution à des phases qui sont un peu difficiles à déterminer, comme je le disais, à prédire précisément, mais voilà, on pense que dans ces phases de crise, je pense qu'on en vit une actuellement, on retombe dans quelque chose d'un peu plus individualiste, un peu plus extrême parfois, avec après un retour à l'ordre, mais à l'ordre un peu dur, donc un peu autoritaire, donc une phase souvent d'autoritarisme, hyper-centralisation pour remettre un petit peu cette société dans la vague suivante, et après un retour à quelques formes plus libérales. Ok, je vois. Et on voit ultra passionnant, parce que ça se voit que tu es un passionné de ce type de sujet. C'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi est-ce que toi, Julien, tu t'es passionné de ça et pourquoi tu continues à te passionner de ça ? Et où est-ce que ça nous amène ? C'est venu au départ d'un plaisir personnel d'être devant un ordinateur, des premiers ordinateurs. Je remercie mes parents de m'avoir donné ça, puis les premiers accès à Internet. Donc l'Internet, c'était un moyen justement de me sortir de ma condition un peu seul derrière un écran à un aspect plus social, de se connecter aux autres. C'est ça qui est à mon avis intéressant à poursuivre dans les futures versions d'Internet, ce caractère social. Et donc le pourquoi, parce que j'ai été émerveillé de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils en termes de gestion de l'information, on y revient. La gestion de l'information toujours à des fins d'améliorer la connaissance, et donc créer une forme d'intelligence à la fin, la nôtre individuelle, mais la plus importante, la collective. Et puis potentiellement, ce qui est merveilleux, c'est se dire que peut-être les futures sociétés seront encore plus éclairées, nouveau siècle des Lumières, peut-être nouvelle révolution des Lumières, grâce à ces outils. Voilà, c'est cet intérêt en me disant, tiens, on a déjà vécu des révolutions de culture grâce aux outils. Encore une fois, je les recite, l'écriture, l'imprimerie ont vraiment décupler notre intelligence collective. Et voilà, Internet m'a émerveillé de cette même manière. Après, entre ma découverte dans les années 90 et là où on en est aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas été encore suffisamment vite et loin, qu'il y a encore plein de choses perfectibles. Et c'est ça qui me motive, c'est-à-dire faire partie un peu à minima dans la pédagogie, de ceux qui essaient de vulgariser et de laisser entrevoir plutôt des opportunités que des dangers ou des risques, à construire une version améliorée de nos sociétés.
pour qu'elle soit toujours plus juste. J'aime beaucoup nos 3 valeurs de République, liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'elles ne sont pas encore complètement exprimées, pas suffisamment, et peut-être que des nouveaux outils, des nouvelles formes d'Internet vont nous aider à exprimer ces valeurs. Tu penses que le salut de l'humanité, ou en tout cas l'évolution de l'humanité, la technologie va apporter plus de bien ou plus de négatif? Parce que actuellement, surtout dans ce moment où on est, avec vraiment cette émergence et cette nouveauté liée à ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de ces choses qui vont trop vite pour certains, toi, tu estimes aujourd'hui que la technologie sera un vecteur positif ou il y a quand même de très gros risques à ce qu'elle ait un aspect très négatif? Moi, je suis peut-être trop optimiste par nature, donc j'essaie quand même de me ressaisir et me dire tout n'est pas si rose. Évidemment, on entend beaucoup dans les médias l'aspect risque parce que ça fait vendre, angoisser les gens. Mais pareil, quand je me réfère à l'histoire, tous les outils qui ont été inventés depuis les premiers silex ont toujours eu cette phase de danger parce qu'un silex peut tuer le voisin. Mais au final, on a quand même reculé l'âge de la mort. On a fait que des enfants peuvent être mieux traités et éviter les maladies infantiles. On a beaucoup gagné il y avait beaucoup d'illettrés il y a encore quelques dizaines d'années, donc on a rendu l'accès à la culture plus simple. Donc j'aime voir le bénéfice de toutes ces avancées techniques par les outils, plus qu'effectivement les côtés sombres de l'histoire, parce qu'effectivement il faut aussi expliquer qu'il y a eu plein de millions de morts à cause de certains outils inventés par l'homme. Voilà, mais j'aime à la fin voir un peu le verre à moitié plein, que globalement, même s'il y a encore plein de problèmes à résoudre sur cette planète, on a fait reculer quand même certaines difficultés de l'homme. Encore une fois, je suis vraiment heureux de voir qu'on a quand même augmenté le nombre de personnes sachant lire, écrire, accéder du coup au savoir, et puis gagner en autonomie. Il y a des pays comme la Sierra Leone où des gens arrivent à accéder à Internet et de là sur YouTube s'auto-forment en regardant des tutoriels et les belles histoires d'un jeune qui a inventé l'électricité dans son village. Ça qui est même sur Netflix. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc après, c'est le côté peut-être rose, que évidemment ce jeune-là il est un peu unique et il n'y en a pas encore des millions qui changent le monde en accédant à l'internet et au savoir. Mais j'aime retenir, encore une fois, ces quelques exemples positifs pour qu'on les imite et pour qu'on donne envie au plus grand nombre de regarder tes podcasts et de s'intéresser. J'espère qu'en citant François Rodier, j'aurais pousser des gens à lire ses écrits qui sont magnifiques. Il explique bien mieux que moi comment de la biologie à la sociologie, on a vraiment des structures qui s'organisent vers le mieux, un côté positif, même si il y a ce mot de criticalité dans l'auto-organisation. Criticalité, c'est qu'il y a des crises qui peuvent quand même nous être fatales. Je ne dis pas qu'on n'aura pas le même sort que les dinosaures, parce que justement on n'aura pas été assez résilient sur la crise qui est devant nous, climatique, énergétique ou d'autres crises de partage des ressources. Donc encore une fois, je veux pas être dans l'excès de positivisme. On a encore des enjeux forts à appréhender. J'espère qu'on surmontera les obstacles qui sont encore devant nous et que les outils, les technologies nous aideront à surmonter ces obstacles mieux que si on était juste sans rien comme on l'était dans les cavernes il y a quelques centaines de milliers d'années. Donc voilà, il y a un côté positif que je veux garder au fond de moi pour me lever de bonne humeur et me dire que même si c'est dur, on va y arriver. Ok. Et du coup,
on va passer à la deuxième partie. On va parler un peu plus là de la technologie blockchain, qui est le cœur du podcast. Et on va aborder l'un des sujets principaux, qui est aussi l'identité numérique. À tout de suite. Du coup, on est de retour. J'en profite parce que on m'a dit de le faire, et c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, pour vous inviter tous à mettre donc pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et surtout mettre 5 étoiles on devient de plus en plus nombreux sur Apple Podcasts, sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à noter, à mettre 5 étoiles et à nous donner un peu de force, parce que c'est comme ça que le podcast va être donné au plus grand nombre. Sans plus tarder, du coup, on repart sur notre sujet. Et là, on va voir une notion que tu abordes pas mal, qui est la notion d'identité numérique. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse tous parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on a tous une identité numérique. Elle commence déjà par notre adresse mail. Et les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, sans adresse mail, on ne peut pas faire grand-chose en vrai, parce que tout ce qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux, on a besoin de notre adresse mail. Que ce soit même l'accès souvent professionnel dans certaines choses, on a besoin d'une adresse mail. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a besoin d'une adresse mail. Comment notre identité numérique va-t-elle évoluer? Est-ce qu'on va passer de l'adresse mail au wallet avec la blockchain? C'est ce que j'appelle de mes voeux. Après, c'est pas totalement gagné. Aujourd'hui, on dépend beaucoup d'entités centrales pour se connecter et accéder à des services ou de l'information. Donc, vous le vivez quand une page vous demande un identifiant, un mot de passe. Et même si vous pouvez avoir le sentiment que c'est votre mot de passe secret, en réalité, oui c'est vrai, hein, mais en réalité quand vous accédez ensuite à l'intérieur du contenu, tout ce contenu et qui contient notamment vos données personnelles, vos faits et gestes, il est stocké dans l'entité centrale qui vous a créé un compte, comme on dit, hein, les plus connus étant les plateformes de réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux veulent tellement encapsuler votre vie et vos informations qu'elles vous proposent d'être un fournisseur d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez apparaître de plus en plus des boutons. Connectez-vous via Facebook, connectez-vous via Google, connectez-vous via Amazon, via Apple. Ça vous simplifiera la vie, effectivement, c'est tentant. On utilise par exemple son bouton Gmail, si on a une adresse Gmail, et on n'a même plus à retenir quasiment son mot de passe. On se connecte après à des marques ou à d'autres plateformes que celles de Google. Mais à la fin des fins, Google, lui, il en profite pour comprendre un petit peu vos habitudes. Alors ça peut être à bon escient, hein, parce que comme ça, en vous connaissant mieux, il vous propose des choses plus pertinentes. Mais ça peut aussi, à la fin des fins, lui donner trop de pouvoir sur vous, sur vos données personnelles. Donc il y a un danger à ce que cette gestion de l'identité soit faite par des entités centrales. Pour en revenir à ta question, la blockchain, c'est et les portefeuilles électroniques, hein, qui sont ni plus ni moins que des conteneurs, des petits coffres-forts pour gérer ce qu'on appelle des clés cryptographiques dans la blockchain. Hein. Une clé, c'est un moyen d'être identifié. C'est votre identifiant, pour faire simple, une clé privée et publique. Publique, vous la montrez aux autres, voilà à quoi je ressemble. Dans la banque, c'est un RIB, par exemple. Vous pouvez m'envoyer de l'argent là-dessus. Vous pouvez m'écrire là-dessus. Et puis la privée, c'est sa petite cousine qui... c'est le mot de passe. Exactement. Ouais. Qui représente un peu le mot de passe, qui vous aide à signer pour garantir qu'il n'y a que vous derrière. C'est très intéressant parce que dans les portefeuilles, s'ils se développent, si demain peut-être dans nos téléphones ou dans d'autres petites capsules qui vont garder très secrètes ces clés, vous utiliserez ça pour vous connecter à plein de sites, plein de plateformes, plutôt que le bouton. J'ai rien contre les GAFAM, hein, mais leur bouton à eux, ce qui peut rééquilibrer un peu les forces, les pouvoirs. On parlera peut-être de géostratégie tout à l'heure. Et ça me semble important quand même d'avoir ces garde-fous.
Donc cette identité blockchainisée, on l'appelle aussi décentralisée parce que, encore une fois, à la fin des fins, ces clés cryptographiques, elles doivent rester vraiment au plus proche de vous, peut-être dans votre tête pour ceux qui ont une bonne mémoire pour retenir les 12 ou 24 mots équivalents à cette clé privée, ou dans des petits enclaves, soit téléphoniques, soit ces petites clés qui ressemblent à des clés USB qui peuvent contenir très précieusement ces clés cryptographiques. Donc c'est ça les wallets digitaux. Et c'est une idée qui n'est pas que la mienne. La Commission européenne voudrait que les pays membres travaillent demain à ce que les citoyens européens aient l'accès à ces portefeuilles digitaux pour se réapproprier un peu plus le contrôle de leurs données personnelles, avoir un meilleur contrôle plutôt que déléguer cette gestion des données personnelles à des tiers centraux qui auraient peut-être trop de pouvoir à les détenir. Mais l'une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est un beau rêve, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, l'adresse mail est notre identité numérique, c'est la simplicité d'utilisation. À la base, on utilisait l'adresse mail pour s'envoyer des messages, donc il y avait une utilité propre, et petit à petit, en fait, il y a eu des surcouches qui, ok, connecte-toi à ça, et ça devient ton identifiant, ça devient ta boîte mail, ça devient ci, et il y a une expérience qui est proposée. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde de la blockchain, étant donné que, entre guillemets, on doit refaire la roue, comment est-ce qu'on arrive à créer une expérience pour permettre aux gens de l'adopter? Parce que si ces grosses entreprises, ces GAFAM arrivent à prendre autant de données, c'est parce qu'elles nous simplifient la vie. Et sachant que l'être humain fonctionne d'une certaine manière, c'est qu'il va toujours optimiser, il va toujours chercher là où il perd le moins d'énergie. Donc c'est codé dans son ADN. Comment est-ce qu'il peut faire lorsque l'autre solution qui est soi-disant meilleure pour lui est beaucoup plus complexe et au final met donc qu'on appelle ça en conflit quelque chose de plus périn mais complexe face à quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui lui donne le sentiment pour l'instant d'avoir le contrôle et surtout de pouvoir garder ces données-là. Parce que si il part sur de la blockchain, il dit 20 mots, retenir tout ça, et surtout ce qu'on nous dit, c'est que si tu perds ton code, c'est fini, tu as tout perdu. Il y a cet aspect vraiment compliqué par rapport à ce qui se passe dans le monde. Sur le fait de me dire que mais si je perds toutes mes données, je vais être totalement isolé, sachant que notre identité numérique devient de plus en plus importante. Si je peux plus avoir accès à ces services-là, au final, je vais me retrouver isolé juste parce que j'ai oublié mon code et qu'il n'y a pas un intermédiaire pour faire ça. Comment ça se passe dans ce cas-là ? C'est une question importante et sur laquelle on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Derrière l'identité, il y a la notion importante de liberté individuelle et de gestion de la propriété, droit à la propriété, dans un état de droit. Et aujourd'hui, cette responsabilité vis-à-vis de son identité et les actifs qui gravitent autour, cette responsabilité, elle est peut-être pas facilement, dans l'état actuel des technologies, elle n'est pas facilement utilisable pour parler d'expérience. Effectivement, l'expérience est trop complexe, pas satisfaisante pour que tout citoyen puisse basculer dans cette autonomie nouvelle qui est trop forte en fait pour lui. C'est-à-dire que tu parlais de perdre ses clés. C'est vrai qu'aujourd'hui, si toute ta propriété elle réside derrière une petite clé que tu peux très facilement perdre sans avoir de recours, comme on a aujourd'hui, si on oublie son mot de passe, on a le j'ai oublié mon mot de passe, renvoie-le-moi, et ça c'est facile. Donc on a, heureusement, c'est une des valeurs des tiers de confiance, c'est apporter ce soutien, ce côté un peu maternel presque qu'on offre à l'individu, au consommateur. Donc ça c'est facile, et tu disais effectivement, la biologie nous a habitués à évoluer vers le chemin le plus facile, là où la dissipation énergétique est la plus simple. Donc on a des progrès à réaliser,
Mais on a des raisons d'être optimiste parce que, effectivement, ce pouvoir nouveau, qui aujourd'hui est peut-être trop grand, trop de responsabilités avec ce pouvoir, et ben on a des pistes pour faire en sorte qu'on trouve des mécanismes où on arrivera peut-être demain à avoir ces capacités à retrouver sa clé même si on l'a perdue, parce que même sans sentir de confiance au centre, on aura peut-être un réseau d'amis qui vont nous aider à reconstituer, si on s'appuie sur eux, cette clé qui a disparu. Donc des mécanismes un peu sociaux, où même si j'ai perdu mon identité, entre guillemets, donc j'ai perdu ma liberté dans ce monde de droit, on peut peut-être imaginer des mécanismes tout aussi efficaces que ce qu'on vit aujourd'hui avec les puissances centrales, qui nous offrent effectivement beaucoup de confort, tu l'as très bien décrit. Ce confort, on pourra se le retrouver peut-être avec d'autres mécanismes décentralisés, même si il ne faut pas être trop utopiste sur la décentralisation. J'évoquais ces mouvements à travers, depuis la naissance de l'univers, où décentralisation et centralisation sont nécessaires l'un à l'autre, comme le yin, le yang, ou comme le chaud et le froid pour créer du vent. On a toujours besoin des deux, et il n'y aura ni l'extrême 1 ni l'extrême autre. Il y aura toujours un mix des deux. Et donc du coup, on aura encore des tiers de confiance qui pourront partiellement, sur certains usages, avoir des nouveaux rôles. Et puis on gagnera en indépendance sur d'autres anciens rôles, notamment peut-être la détention de certains actes de propriété, certains droits, en s'appuyant sur des réseaux de pair à pair, donc vraiment beaucoup plus diffuser le risque que le centraliser. Parce qu'un tiers peut se faire attaquer, hein, on a vu des tiers de confiance même très 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 forts, parce qu'ils ont des moyens, mais quand même se faire dérober des clés. Donc ça arrive, et ce risque-là, on peut peut-être le diminuer en décentralisant. Donc il y a la décentralisation de la technologie, mais au final, la décentralisation peut-être aussi, parce que dans nos sociétés aujourd'hui occidentales, on est extrêmement individualiste, individuel, beaucoup plus mis sur l'individu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion liée à la décentralisation va permettre au final à l'homme de se réouvrir à ses pairs, à sa société, et d'avoir aussi cette notion un peu d'interdépendance au travers des autres, si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement. En fait, tu as raison de souligner que l'identité seule, si on la traite qu'au sens individuel, elle va à l'extrême des valeurs de droite, qui sont l'extrême libéralisme, où effectivement c'est chacun pour soi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler nos trois valeurs. Effectivement, il y a la liberté en premier, la liberté de droit de propriété. Après, à l'autre inverse, à l'autre extrême, à gauche, il y a la valeur d'égalité quand même, où on doit être tous égaux face au droit. Et là, la blockchain apporte aussi des solutions avec la notion qui est complémentaire à la clé. La clé, c'est l'identité, mais il y a aussi la notion de nœud de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données sont stockées dans des grands data centers qui appartiennent beaucoup à des big tech. Peut-être que demain, dans ces petits objets, ou même dans des choses encore plus petites, on recréera aussi le stockage, l'hébergement de façon très décentralisée, et on aura tous l'égalité presque de pouvoir jouer un rôle dans un réseau de pair à pair. Là où on joue moins de rôles aujourd'hui avec ces puissances centrales. Donc ça, c'est la deuxième valeur importante à l'extrême gauche, qui est l'égalité. Et puis il y a une valeur aussi très importante qui est la solidarité. Et ça, c'est une troisième notion des blockchains. Donc j'ai parlé des clés, j'ai parlé des nœuds. Il y a une notion logique au milieu qui est, on l'appelait smart contract avant. Moi, je préfère parler de règles auto-exécutées, règles sur lesquelles on se met d'accord pour recréer aussi de la solidarité. Parce que la solidarité, par exemple, c'est l'assurance. C'est faire en sorte que des gens qui ont un jour un coup du sort, de la malchance, quelle qu'elle soit, qu'on soit tous solidaires, qu'on recrée quand même une humanité. Et ça, c'est important. Et je pense que si on retranspose toutes nos règles qui sont déjà décrites dans des contrats, notamment des contrats d'assurance, mais des contrats dans notre constitution, si on les recrée programmatiquement dans ces smart contracts,
on peut avoir une société où l'exécution de ces règles soit encore plus efficiente et que notre solidarité soit encore plus fluide. Ça, c'est ma vision utopiste. Hein. Mais donc, du coup, entre des clés qui donnent la liberté individuelle, des nœuds qui donnent un droit d'égalité à chacun et au milieu une solidarité qui crée dans des contrats intelligents, des decentralized applications, on a tous les ingrédients de faire liberté, égalité, fraternité, encore mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc c'est ma vision très, très optimiste. Ok. Et du coup, ce que je trouve intéressant dedans, c'est que cette notion de lien entre la centralisation et la décentralisation. On l'a compris, la décentralisation totale, c'est une utopie. Et la centralisation totale, c'est la possibilité à ce qu'il y ait des abus de pouvoir. Maintenant, on l'a vu par le passé, la centralisation, et c'est ce que tu as dit aussi au début, souvent c'est la centralisation qui permet l'expansion, ou en tout cas que les choses puissent grandir. Et ensuite, est-ce que la décentralisation n'est pas l'aspect qui va permettre soit de le rendre plus résilient, où là on est arrivé à un stade où la centralisation est telle, elle nous a permis de faire des bons. Dans ce que tu partages, tu parles du code d'Hammurabi, des dynasties chinoises, tu parles de Mansa Musa, et toutes ces choses qui ont permis, qui sont des exemples de centralisation réussie, aujourd'hui dans notre société, on arrive à une crise de la confiance liée à cette centralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, la décentralisation, c'est la solution pour faire le prochain bond ? Oui, si tu reprends effectivement tous ces exemples, et je te remercie effectivement d'avoir lu quelques-uns de mes posts, l'écriture, elle n'a pas été inventée pour raconter des histoires au départ par les Sumériens, donc il y a maintenant un peu plus de 5000 ans. Elle a été inventée pour compter, pour faire de la comptabilité, parce qu'on se rendait compte, l'agriculture se développait, on avait des stocks et il fallait faire mieux que du troc basé sur la mémoire. À un moment donné, on a nos limites, et donc l'outil dépasse nos limites. Donc là, gravé dans un bloc, on a créé ces histoires de comptabilité, de partage de la valeur, de redistribution. Ça a bien fonctionné jusqu'à un moment où il fallait aller encore plus vite, plus loin en termes de grandeur de tribu, et donc pour aller plus loin dans le temps et dans l'espace, il y a eu l'imprimerie, puis plus proche de nous, l'informatique et ces fameux blocs de chaînes de blocs. Je pense qu'effectivement, à chaque fois, on a oscillé à 12e, 13e siècle, les banques italiennes qui ont effectivement rendu possible des grands voyages, l'expansion du royaume, les échanges avec l'extérieur de l'Italie, parce qu'il fallait financer ces aventures. L'assurance, on appelle ça le crédit de grande aventure à l'époque. Et la financiarisation, elle est très décriée, mais elle permet quand même de prendre du risque et du coup d'explorer toujours plus loin. Et donc on a ces cycles où on a besoin parfois de centraliser les moyens pour sauter plus loin, encore une fois dans l'espace, dans le temps, et puis parfois revenir quand même à de la localité, de la proximité et à l'individu au bout du bout, parce que comme je l'évoquais, l'un et l'autre sont liés, décentralisation, centralisation, et avancent l'un avec l'autre avec des phases d'oscillation. Donc là, on est peut-être arrivé à un excès de centralisation de pouvoir qui peut devenir un peu dangereux ou en tout cas générer certains risques. Et donc, on peut repenser un peu nos outils pour que l'individu, quelque part, se réapproprie certaines libertés individuelles, de garder certaines parties de sa valeur pour lui seul et pas dépendre toujours d'une puissance centrale pour retrouver la valeur qu'il avait créée dans son travail, dans ses faits et gestes. Donc ça peut être important quand même, cette redistribution du pouvoir à des moments de notre histoire, même si encore une fois ça va, ça vient, et c'est des mouvements naturels. Là tu m'as parlé de liberté, et c'est vrai que l'un des rêves qui est partagé dans la blockchain, et en plus un des exemples que je donne souvent, c'est les États-Unis, ça a toujours été un pays de liberté jusqu'au moment où la sécurité rentre en jeu. Et pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, on restreint nos libertés
et on ne nous permet pas d'avoir autant de liberté. On le voit avec la SEC aux États-Unis qui actuellement a une politique assez virulente face aux cryptos et à la technologie de la finance décentralisée. On le voit aussi un peu partout où, par rapport, pour garder de la sécurité, la liberté, où est-ce qu'on met le curseur entre liberté et sécurité? Comment on fait? Comment on coupe la poire en deux? Bah, là encore, il y a des romans qui ont des décennies qui le décrivaient très bien, Le meilleur des mondes ou 1984, et explique qu'on peut créer des formes de paradis artificiels qui en fait sont l'enfer. Parce que prive l'individu de ses libertés essentielles, individuelles, sous couvert du meilleur des mondes, de lui apporter l'abondance et le bien-être. En réalité, il est privé de tout choix, il n'a plus de libre arbitre. Donc il faut éviter ces scénarios qui ont encore une fois été écrits il y a longtemps, et en même temps, qui peuvent être tentants parce qu'effectivement, dans certains quartiers aux États-Unis, on voit des tensions depuis longtemps, mais réapparaître parce que la drogue, etc. Et donc, on a des gens qui se disent finalement, je préférais qu'il y ait une super surveillance parce que je me sentirais plus rassuré. Et ce que vivent aussi beaucoup de concitoyens chinois, c'est que ça ne leur dérange pas plus que ça, qu'il y ait cette hypersurveillance, ça les rassure. Après, encore une fois, cette tentation, il faut toujours la modérer au regard du risque de cette hypersurveillance qui va être cristallisée entre les mains de juste quelques personnes qui peuvent, même si au départ elles sont très bienveillantes, peuvent, avec ces super pouvoirs, se laisser tenter à faire des bêtises, des choses moins nobles. Donc il faut... les puissances américaines, les GAFAM, sont peut-être pleines de bonnes intentions. Je ne les juge pas finalement sur des plans machiavéliques, mais peut-être que même sans le vouloir, accidentellement, cet excès de centralisation pourrait être à l'origine de grands désastres dans la privation de liberté. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des outils qui contrebalancent. Comment on les trouve, ces outils? De manière pratique, comment est-ce qu'on coupe la poire en deux? Je pense que depuis finalement l'invention de, si on ne va pas trop loin en arrière, l'informatique, où dans les années 50 ou même un petit peu avant, on avait Alan Turing qui nous expliquait que l'informatique c'était à la fois merveilleux mais à la fois un risque, comme tous les outils, et que du coup il fallait avancer certes dans ces progrès d'outils, mais à chaque fois au regard de l'éthique et de la protection de notre humanité. Donc je pense que on apprend en expérimentant. Malheureusement, on ne peut pas toujours effectivement tracer des droites d'extrapolation et savoir ce qui va se passer. Donc il faut être modeste par rapport au progrès. C'est vrai que dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois, les innovations ont toujours été rejetées massivement quand elles remettaient en cause la gouvernance. On se souvient du rejet massif de l'écriture, au départ par Socrate qui rejetait ça et pensait qu'on allait oublier de penser et de retenir. Pareil pour l'imprimerie, massivement rejetée. C'est le principe même que décrit Schumpeter sur le fait, au début, c'est ri, moqué, ensuite craint, et après ça devient une évidence. Une évidence, et effectivement on a des empires entiers qui ont chuté parce qu'ils ont rejeté ces innovations. On peut citer l'Empire ottoman qui était très puissant mais qui a rejeté l'imprimerie. Ça remettait en question l'ordre établi, la façon dont on transmettait le savoir à l'époque, et pour ces mêmes raisons aujourd'hui l'informatique et plus récemment la blockchain et sa décentralisation sont rejetés puisqu'effectivement on remet beaucoup de choses en question. Des rôles, le rôle des États, le rôle des banques centrales. Et je pense, pour répondre à ta question, comment on améliore, il y a eu un mouvement, donc je parlais de la naissance de l'informatique, mais très vite après, en fait, il y a eu des gens
qui ont vu le côté négatif de l'informatique, de cette hyper-transparence, donc hyper-surveillance. Donc il y a eu ce mouvement qu'on a appelé CryptoPunk, avec un manifesto dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, qui décrivait qu'à minima, il fallait chiffrer, il fallait éviter que tout soit transparent, parce qu'effectivement, il n'y aurait plus d'intimité. Donc on a vu apparaître PGP et des belles inventions de chiffrement. Et puis, pour aller plus loin, il y a eu en 2008 ce livre blanc, Satoshi, le Bitcoin, qui était magnifique dans le sens où, au-delà du chiffrement, on trouvait un moyen de ne pas avoir à se faire confiance pour échanger les unités de compte, les bitcoins. Et voilà, c'était la première fois qu'on arrivait à trouver le juste milieu entre sécurité. Entre les Sumériens qui gravaient dans une pierre, mais qui avaient quand même besoin du comptable. Le premier prénom qui a été écrit sur cette tablette, c'était un comptable. Et donc, il jouait ce rôle de tiers de confiance. Et chez Deloitte, on est bien placé pour ça, parce qu'il y a quasiment 200 ans, on a créé l'audit aussi, qui était un nouveau métier, audit externe. Donc, on est tiers de confiance et on va certifier des comptes. Et là, on se pose des questions de ce rôle-là, puisque nativement, le registre décentralisé, qui est aussi un réseau, parce que pour la première fois quasiment de l'humanité, on a deux fonctions. Transmettre, c'est le réseau, et notariser, enregistrer, donc tenir des comptes. Et les deux se font en une fois avec la blockchain du Bitcoin, la première, qui effectivement transmet dans l'espace et dans le temps, parce qu'elle grave. Et ça, c'est assez formidable. On ne s'en remet pas encore tout à fait. Et dans la compréhension, je pense que même si on est 2018-2023, on est beaucoup plus... on a du recul un petit peu, mais tout le monde n'a pas complètement, je pense, conscience de la révolution. Et puis, forcément, comme toute révolution, tu le disais très bien, elle remet tellement en question... les rôles de chacun dans la société traditionnelle, existante, qu'elle ne peut pas être acceptée comme ça. Parce que vont devenir ceux qui aujourd'hui ont pour métier de faire de la certification de façon centralisée. Moi, je suis très optimiste. Je pense qu'il y a plein de nouveaux rôles à créer en périphérie. Mais à premier abord, voilà, c'est pas évident de se repenser ailleurs, autrement, sur d'autres fonctions. Donc c'est normal de prendre ça un petit peu avec désarroi et rejet. Donc voilà. Et à un moment, tu nous as parlé d'éthique. Mais aujourd'hui, l'éthique en soi, tout le monde n'a pas la même éthique. L'éthique en elle-même n'existe pas. Il y a des éthiques, chacun a une éthique différente. Et dans cette notion un peu qui peut paraître barbare, qui est l'impérialisme technologique, si j'explique de manière assez simple, c'est le fait que les technologies sont créées par certaines personnes. Là, par exemple, les Américains. De manière un peu plus précise, si on voit, c'est des Américains de la Silicon Valley qui sont en règle générale des hommes blancs, pour certains cisgenres et judéo-chrétiens. Donc si on met tout le spectre ensemble, et c'est eux qui définissent l'éthique parce que c'est eux qui détiennent les outils, et donc par cela, il y a une nouvelle forme d'impérialisme qui est imposée au reste du monde. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour définir une éthique avec la pluralité de personnes qui existent dans le monde ? Je pense que, à mesure que, si on prend vraiment l'histoire d'il y a longtemps et les premières tribus des hommes préhistoriques, on a vu quand même cette macro-évolution former des groupes toujours plus larges. Et on a des nations aujourd'hui comme la Chine qui sont immenses, ou des continents. Et pour autant, il y a encore des différences, et c'est tant mieux, la diversité. Il y a encore des différences culturelles, tu l'évoquais. On n'a pas la même notion de libre arbitre quand on est en Asie ou quand on est en Occident, notamment aux États-Unis. Et donc il y a des scénarios qui peuvent être que quand même, parce que l'évolution macro fait que quelque part il y a peut-être demain la notion d'un État-monde qui finira par s'auto-organiser, alors probablement dans la douleur, avec des conflits, avec des tensions, et on espère quand même un scénario positif.
qu'il n'y ait plus de frontières et qu'on voit la planète comme un tout. On est citoyen de la planète et c'est tant mieux. Et donc du coup, on va quand même vers une forme d'homogénéisation de nos règles, même si, encore une fois, ça ne va pas être simple, parce qu'effectivement, on a des visions aujourd'hui qui ne sont pas totalement homogènes, même si je pense que ça a progressé depuis les premières tribus où il y avait complètement des notions très différentes sur plein de choses de la vie. Je pense quand même qu'il y a déjà eu un mouvement d'homogénéisation et qui peut aller jusqu'à une sorte d'homogénéité totale. En attendant, on va avoir des phases encore de transition rugueuse, avec probablement, comme toujours dans l'histoire, ces phases de crise qui peuvent conduire à des conflits sur la vision de certains sur qu'est-ce que l'éthique, comme tu disais, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'humanité. Est-ce que c'est effectivement une vision très liberté individuelle? Est-ce que c'est une vision planification et collectivisme? Encore une fois, moi, je suis modéré, donc pour moi, c'est l'un et l'autre sont nécessaires. Et mon souhait, c'est de se trouver au milieu, ces fameuses règles qu'on transposerait dans du code, parce que le code, du coup, c'est le meilleur des arbitres, et qui pourrait, j'espère, nous faire jouer à des jeux apaisés, parce que voilà, on aurait retrouvé de la confiance dans l'arbitre. Aujourd'hui, il y a déjà des arbitres, mais parfois ils sont questionnés. Biaisés selon les cultures, selon qui le contrôle. Il y a eu des crises qui n'ont pas pu être évitées malgré les arbitres, malgré les supervisions. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans un jeu parfait, pur et parfait. Et que du coup, on a encore un champ d'amélioration sur la façon d'arbitrer les jeux, les échanges, les marchés. Et donc c'est dans cette opportunité de s'améliorer que je vois de la place pour des nouveaux outils. Ouais, mais du coup, est-ce que la technologie va nous pousser vers une homogénéisation? C'est-à-dire, on va tous être plus ou moins pareils, il va y avoir une identité mondiale? Ou est-ce que la technologie va nous permettre à chacun d'avoir notre identité, mais de partager mieux? Moi, si je reprends, j'ai cité Eric Jans, qui était astrophysicien, mais qui a beaucoup théorisé la criticalité auto-organisée. Il explique très bien la façon dont a évolué l'univers vers des structures toujours plus sophistiquées et donc toujours plus en capacité d'importer de la donnée et donc de l'intelligence, de l'information, de la connaissance, de l'intelligence, et comment ces grands ensembles, toujours plus intelligents, ont formé effectivement les organismes vivants, les sociétés, et demain ce qu'il appelle le cerveau global. Et donc, lui, sa réponse, c'est parce que demain, on aura, et Nikola Tesla, il y a un siècle, il disait ça aussi, plus on aura ces outils qui connecteront nos pensées. Peut-être demain même, il n'y aura même pas besoin que j'ouvre la bouche pour que tu me comprennes, ça ira encore plus vite. La bande passante, elle serait plus efficace pour te transmettre de l'information. Et puis on fera ça avec plein de monde, peut-être toute l'humanité. Ce cerveau global, effectivement, s'il se réalise, mais en tout cas Internet c'est déjà une première forme, il va vers une homogénéisation. Donc ça veut dire que même si on le voit dans les échanges sur les réseaux sociaux exacerbés par la caricature et le fait qu'on devient tout de suite extrême pour se faire entendre dans le brouhaha, donc aujourd'hui il y a plein de défauts à ces grandes conversations globales. Mais elles sont nécessaires, ces échecs sont nécessaires pour obtenir un système plus vertueux. Ouais, donc, mais si je prends le cas on va vers une homogénéisation. Je vois, mais si on prend le cas par exemple des réseaux sociaux, au final on n'est pas sur une homogénéisation parce que on le sait très bien. Dans les réseaux sociaux, moi aujourd'hui, le Instagram, le Facebook que j'ai est très différent de celui que tu as. Et on arrive même, on l'a vu un peu avec le scandale, tu parlais aussi de ça, du Cambridge Analytica, qui est qu'en fait, on nous met dans des bulles de personnes qui vont dire la même chose que nous. On le voit aussi sur Instagram, par exemple, souvent les gens, c'est « si t'es pas content, ne me suis pas ». Donc, on va vers quelque chose où
on rentre dans des extrêmes et on le voit. Je pense qu'on est dans un truc où les partis extrêmes, actuellement, sont les partis qui ont le plus de vent en poupe. Donc, il y a quand même la technologie nous isole un peu même parfois du débat. Comment est-ce qu'on arrive, parce qu'au final, à avoir ce cerveau commun, est-ce qu'on y arrive réellement ou au final la technologie ne va pas nous isoler et nous créer des bulles même générationnelles parce que ça va tellement vite que les plus anciens ils sont sur Facebook, il y a une certaine génération qui est sur Instagram, ma génération qui est sur Instagram par exemple, et la génération après moi qui est plus sur TikTok. Est-ce qu'on ne nous place pas dans des bulles générationnelles et après même des bulles culturelles plutôt que réellement cette notion de on est sur quelque chose de commun? Oui, les outils accélèrent en fait les évolutions. Et donc, ces évolutions, qui, je le répète à chaque fois, sont des mouvements à la fois d'hyper homogénéisation, grosse structure, et l'instant d'après, le chacun pour soi et les petits organismes concurrents les uns des autres. Aujourd'hui, cette phase d'archipélisation, telle que le décrivent certains sociologues, on la vit parce que les outils ont accéléré le fait de créer des petites communautés et chacun pour soi presque. En tout cas, cette fermeture aux autres. Quand on est dans une communauté, parfois on peut être fermé à la communauté voisine. Pour autant, je veux être encore une fois dans mon optimisme peut-être démesuré, mais je pense que les progrès que je vois, il y a une initiative pour ceux qui veulent chercher, ça s'appelle Tournesol. C'est des chercheurs en mathématiques, des brillants chercheurs qui travaillent justement exactement sur ce que tu évoques, le problématique des bulles, le fait qu'aujourd'hui, les algorithmes qui sont développés par les puissances centrales, les big tech, il faut s'en sortir, s'en extraire. Tournesol est une alternative. Tournesol propose des algorithmes les moins biaisés possibles qui vont essayer de ne pas enfermer l'individu dans ses bulles en restant le plus ouvert possible avec des mécanismes de vote assez complexes, et je laisserai du coup les auditeurs aller regarder les formules qu'il y a derrière. Mais ça me rend optimiste parce qu'effectivement c'est de plus en plus considéré, ces problèmes, ces risques. C'est travailler pour en sortir et trouver des solutions, pas forcément qu'avec la blockchain, là c'est de l'algorithmie pure, mais voilà, je sais qu'on progresse quand même sur des contingences, et si j'en crois mes phénomènes de longue vision, la façon dont s'organise l'univers, je veux rester optimiste sur le fait qu'à la fin des fins, même s'il y a des crises, même si ça passe jamais sans souci, on arrive à passer dans une forme de civilisation toujours plus sophistiquée qui va vers une intelligence à la fin des fins. On revient à l'énergie, l'information et donc l'intelligence. Toujours plus grand. En tout cas, là depuis effectivement que la vie est apparue sur Terre, où on était monocellulaire basique, on est dans des formes pluricellulaires très complexes, plus maintenant, plus qu'un individu, on est des sociétés très très complexes. Et il y a a priori pas, sauf extinction, il y a des raisons en tout cas d'espérer qu'on va vers des civilisations encore plus complexes et donc plus intelligentes. Ok. Totalement. Là, dans cette partie-là, ce qui est le ciment un peu de tout ça, qui va nous permettre d'avoir une société un peu plus, comment on appelle ça, liée, un peu plus liée par de la confiance, parce qu'aujourd'hui, la blockchain, la technologie qu'on aborde le plus sur ce podcast-là, c'est cette technologie qui permet de digitaliser la confiance. Tu as partagé dans tes travaux quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est les 7 dimensions de la confiance numérique. Je vais les citer. Du coup, on a la sécurité, la vie privée, la transparence, l'impartialité, la positivité, la responsabilité et la robustesse. Est-ce que tu peux venir un peu dedans et nous parler un peu de ça ? Alors, oui, elles sont importantes toutes les 7, et je ne sais pas si je
pourrais toutes les détailler, mais c'est un cadre qui n'est pas de moi d'ailleurs, qu'on a chez Deloitte été nombreux à construire, et qu'on essaie progressivement à minima de proposer, sans l'imposer, mais à nos grandes organisations clientes. Au prisme de ces 7 dimensions, on essaie d'appréhender effectivement tous les risques de les biais cognitifs qui font que les algorithmes iraient dans la mauvaise direction trop lourdement, les biais les problèmes de sécurité qui fait que la donnée, notamment personnelle, serait trop facilement captable et qu'on pourrait créer des failles. La robustesse, c'est l'idée qu'on va utiliser toujours plus ces outils, donc il va falloir quand même être capable d'appréhender des volumes toujours plus démentiels. C'est la loi de Moore qui s'applique aussi dans la donnée, et puis c'est une loi qui dépasse Moore. En fait, j'adore cette loi qui est un petit peu, en caricaturant, la 3e loi de la thermodynamique. C'est le fait que ces structures, notre société, dissipent toujours plus d'énergie comme une exponentielle, et à mesure qu'elle se dissipe en maximisant la dissipation, elle importe toujours plus, c'est le corollaire, d'informations. Au départ dans les cerveaux et maintenant dans les larges systèmes. Donc cette importation d'informations qui est exponentielle, on a appelé ça le big data il y a quelques années, et c'est pas près de baisser en cadence, au contraire. Donc c'est un point très important, c'est la robustesse des systèmes. Et là, on en voit parfois la limite. On se dit non, on va faire face à un mur pour plein de raisons. Et jusqu'ici, on a toujours réussi à casser ces plafonds de verre. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, c'est ce qui nous amène vers une super intelligence. Pas que organique, je pense, avec ces outils. Et puis, on a parlé de positivité, durabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces plafonds, on nous cite souvent le plafond des ressources. Oui, c'est vrai qu'on a trop peu pris en compte la finitude des ressources terrestres. Je pense que ce qui est infini, c'est l'intelligence. En tout cas, ce que j'aime à penser. Ouais. Et que cette infinité de connaissances qui est encore à aller chercher, à extraire, comme on extrait de l'énergie, va nous aider à probablement dépasser ces limites finies de la Terre, en allant chercher dans l'espace tout ce qui nous manque. Parce que pour le coup, créer une économie de la connaissance. Lui, il est infini. L'économie de la connaissance, elle est infinie. Et du coup, c'est le côté positif, durable, qui doit s'accélérer par les outils. Je pense qu'on a très peu pris nos transitions sociales, environnementales, parce qu'on les raisonne toujours avec les mêmes schémas, presque les mêmes outils. On veut faire de la finance durable avec les mêmes instruments financiers. Je pense que la décentralisation et les nouvelles formes d'échange, une nouvelle forme de valeur aussi, si on revient à l'histoire de la valeur qui est en fait, là encore une fois, la transformation énergétique, c'est ça la valeur, on tend à l'oublier. Est-ce que tu peux te détailler un peu cette partie? Tu avais pas mal parlé de ça la dernière fois, et j'avais trouvé ça très intéressant, sur qu'est-ce que la valeur, parce qu'aujourd'hui la blockchain, c'est juste une technologie qui permet de transmettre de la valeur de manière digitale. Mais du coup, qu'est-ce que la valeur? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup, parce que le fait d'avoir empilé des couches d'outils et d'abstraction, en fait, nous a éloignés, en fait, de la naissance de l'apparition de la vie sur Terre et de la valeur qui est en fait, depuis les premières couches géologiques puis biologiques sur cette Terre, sont à chaque fois ce phénomène de transformation énergétique au profit de la négantropie, c'est-à-dire vraiment de l'importation d'informations, la structuration toujours plus sophistiquée, et donc qu'on pourrait, pour caricaturer, appeler ça l'intelligence. Okay. Et donc la valeur, c'est ça pour moi, c'est-à-dire chasser le chaos, donc exporter de l'entropie,
et créer localement de la négantropie dans des structures, dont les structures vivantes, donc en gros former de l'ADN, former progressivement un cerveau toujours plus sophistiqué, aboutissant à ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est fantastique. Ça n'aurait pas été faisable sans les premiers organismes, la photosynthèse, les premières façons de transformer l'énergie, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est, pas uniquement en mangeant et en respirant, mais parce qu'on a été capable, parce qu'on a augmenté en intelligence, capable d'aller extraire toujours plus de sources d'énergie, de les transformer, et pas que de manière transformer de la matière physique, mais transformer vraiment aussi de l'information en connaissance et donc en intelligence. Et c'est ça la valeur, qu'elle soit artistique. Quand un artiste part du chaos, ordonne une œuvre et crée pour un être vivant ce qu'on appelle le bien-être, tout simplement. C'est-à-dire que l'ordre rassure un individu, c'est-à-dire que le brouillard, le chaos, ça crée de l'anxiété. Ouais. Et un être vivant, il va toujours rechercher là où c'est le plus clair, là où c'est le plus compréhensible pour lui. Et donc, il va, sans le vouloir, en fait, il est tourné vers une forme d'entropie diminuée. Et c'est pour moi, c'est ça la valeur. C'est créer localement, au sein de l'individu, au sein du groupe, au sein de la société, de la négantropie. C'est ça la valeur. Et c'est pas les couches qu'on a accumulées qui rapportent ça juste à l'argent. Ok. Au capital, et ça c'est oublier en fait que à la base la transformation énergétique au profit de l'information, c'est ça la création de valeur. Ok. Que fait Bitcoin en faisant de la preuve de travail, ou quand on taillait les silex, on travaillait et on pouvait échanger ce travail parce qu'on en a la preuve, voilà, il est bien taillé, j'en ai la preuve, tu me l'échanges contre une autre valeur. Donc ça, c'était les premières formes dans les sociétés primitives d'échange de valeur, donc preuve de travail contre une forme de rémunération qui est le gibier ou le fruit qu'on a été cueillir. Et puis progressivement, on l'a un peu oublié, cet effort, cette transformation énergétique, parce qu'il y a eu des couches d'abstraction qui font qu'aujourd'hui, on pense que la dernière couche, c'est l'unité de compte qui est l'euro pour les Français ou le dollar pour les Américains, et que c'est uniquement ça la valeur, c'est ça qu'on mesure. Donc, si on remonte le fil et qu'on se dit non, la valeur, c'est juste créer localement de la négantropie, et on est tous d'accord avec ça, que ce soit un tout petit être biologique ou ce qu'on est devenu, ça peut nous aider à nous tourner vers les vraies transitions, vers de la régénération sur Terre, l'économie régénérative. Et je souhaite que du coup des monnaies ou des jetons nous permettent de transférer dans le temps, dans l'espace, ces notions de valeur qui sont proches des valeurs physiques. En fait. Si tu me permets de redire ça avec des mots un tout petit peu plus simples, c'est tout à l'heure, au tout début, tu nous avais partagé le fait qu'on est des êtres qui se nourrissent de choses extérieures pour pouvoir, entre guillemets, vivre. C'est la valeur, c'est la capacité à pouvoir transformer de manière efficace de l'énergie extérieure de sorte à ce que ça puisse nous nourrir. Donc, transformer le chaos en bien-être, transformer quelque chose de brut en quelque chose de nourrissant pour nous ou quelque chose de simple pour nous, transformer une expérience en émotion, c'est grosso modo, c'est la capacité à transformer qui apporte de la valeur. Absolument. Donc là, tu cites les besoins vitaux, et puis après, comme l'espace a fait en sorte que le mouvement s'accélère toujours plus sans ralentir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans la troisième loi, se dire on a les besoins vitaux couverts et on s'arrête là. On va juste, en gros, manger, dormir et être ensemble. Ça ne suffit pas. Ce qui nous fait courir, c'est accéder à du savoir. C'est-à-dire baisser l'angoisse de ne pas savoir l'avenir. Le but ultime, c'est le savoir. C'est l'intelligence. Le but ultime de l'homme, c'est l'intelligence. On peut appeler dans certaines religions la conscience. Ok. Et c'est ça, cette fameuse courbe de transformation énergétique qui, aujourd'hui, aboutit à une société qui dissipe 10 000 fois plus par unité de masse d'énergie qu'un soleil. C'est-à-dire qu'on prend 1 kilo de notre société, donc 1 kilo qui est constitué d'hommes et d'outils de notre société.
ce kilo-là, il transforme 10 000 fois plus d'énergie que notre Soleil, par unité de masse, donc en kilogramme, on va dire. Donc, on a réussi à faire plus efficace parce qu'on s'est outillé. C'est-à-dire qu'un organisme vivant seul, lui, il est déjà plus efficace qu'un Soleil, mais on a fait ces effets de levier que tu évoques. Le levier, c'est des outils. Et cette courbe, en fait, depuis les premières structures, qui étaient les particules élémentaires et les grands magmas de galaxies, les grands ensembles, évoluent pour donner naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes, puis à ce qu'il y a sur les planètes. Alors en tout cas la nôtre, des couches biologiques, après les couches géologiques, et après les couches biologiques, les couches de connaissances. Certains appellent ça le terme m'échappe, mais une couche au-delà de la biologie qui est la gestion de la connaissance. Et c'est vers ça que cette transformation toujours plus rapide de l'énergie tend. C'est-à-dire, on a l'ADN qui était bien utile pour stocker l'information, mais qui avait ses limites d'aller lentement. Il fallait attendre 100 000 ans, 1 million d'années pour avoir une mutation. On a eu le cerveau qui a permis d'aller un petit peu plus vite, beaucoup plus vite. Et puis après, on a eu le langage, l'écriture qui ont permis aussi d'aller plus vite dans l'importation d'informations. Et il nous faut d'autres outils pour aller toujours plus vite vers cette recherche de conscience, connaissance et conscience. Mais là, est-ce qu'on va peut-être pas trop vite ? Là, on va arriver un peu vers la fin, mais est-ce qu'on va peut-être pas trop vite ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, notamment là avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Effectivement, les médias mettent des gros titres parce que c'est ce qu'ils vendent, mais il y a quand même des personnes qui se disent moi, je vais plus servir à grand-chose parce que l'IA peut faire mon métier. On a des films qui prédisent un peu tout ça, notamment Matrix, qui est l'un des sujets qui est énormément abordé lorsqu'on regarde bien ça. Comment est-ce que... quel est l'avenir de ça ? Et étant donné que c'est ton travail, d'ici 1 an, comment est-ce que tu vois les choses évoluer ? Si on se revoit dans 1 an, où est-ce qu'on en est ? Et d'après toi, quels sont les challenges auxquels on va devoir faire face ? Alors, je pense que on est dépendant des outils depuis très très longtemps. Depuis peut-être qu'on a ces fameux silex. Et cette dépendance aux outils, il ne faut pas la voir comme un danger. C'est la technique, la technologie et le prolongement de notre biologie, de la façon dont on a évolué, notre société évolue, et c'est très bien d'avoir l'IA qui va toujours, de manière exponentielle, nous offrir des champs des possibles dans la connaissance, dans la gestion de l'information et donc la création de connaissances, toujours plus grandes. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter dans la mesure où l'IA, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas il y a un consensus chez beaucoup de chercheurs, il est difficile pour elle de faire autre chose que de la performance verticale. C'est-à-dire sur un domaine donné, elle va très vite verticalement dépasser le plafond d'une capacité humaine. Et si je prends l'exemple de nos 5 sens, l'IA va mieux voir les choses plus loin, plus précisément que nous, entendre les choses, goûter les choses, les molécules, elle va pouvoir les trier dans une assiette. Pour autant, si entre toutes ces capacités verticales, une chose qu'elle n'arrivera pas à faire, en tout cas dans la connaissance actuelle des modèles d'IA, c'est le lien entre ces 5 sens. Aristote parlait d'un sens commun entre nos 5 sens. Et ça, c'est une spécificité de nos cerveaux. Alors, c'est peut-être plus large que nos cerveaux, en tout cas nos organismes. Savent faire le lien entre des modèles du coup, de perception du monde beaucoup plus sophistiqués qu'une IA n'est capable de faire. Une IA, elle va être très forte dans les mots,
mais pour autant, si elle voit une notice Ikea qui fait de schéma, elle va un peu bugger. Et nous, on a la conscience des lois physiques. Oui, mais nous, on a et- plusieurs milliers d'années pour ça. Et Exactement. aujourd'hui, je pense que l'IA, vu à la vitesse à laquelle elle se développe, elle va pouvoir potentiellement faire le pont. Le jour où le pont est fait entre ces différents sens, Mhm. qu'est-ce que devient l'homme? Scénario optimiste, c'est la symbiose de nos outils et de notre biologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a convergence. Il y a peut-être déjà convergence quand on est tout le temps devant un écran de smartphone à longueur de journée. On est déjà un peu soudé à ces technologies. Donc scénario optimiste, c'est que voilà, c'est le sens de la nature, de l'évolution, Neuralink. Pour dépasser nos limites physiques, on ne sait pas aujourd'hui se transmettre rapidement de l'information. J'ai du mal à aller vite dans mon débit de parole. Donc pour aller plus vite vers de l'intelligence collective, l'IA va nous être très utile, effectivement, pour penser collectivement, vite, sur beaucoup de choses. Et donc ce qu'on mettait des siècles à trouver en termes de génie scientifique, peut-être qu'on mettra des heures ou des minutes demain. Donc tout ça, c'est le bon scénario, c'est l'IA en symbiose des organismes vivants. Le mauvais scénario, c'est qu'il y ait une sorte de rupture, c'est-à-dire qu'on soit un peu rejeté. L'IA est un parasite qu'on rejette et c'est dommage parce que du coup, s'il vit sa vie de son côté, il y a des chances que soit l'IA nous perçoive comme des insectes sans nous écraser pour autant, mais soit incapable de se lier avec nous et nous, finalement, on retourne à des phases presque de régression dans l'évolution, parce que on progresserait plus si on laissait filer l'IA. Scénario catastrophe, elle nous voit comme des fourmis, donc elle nous écrase. Mais voilà, rien n'est à écarter. Aujourd'hui, moi je parie beaucoup parce que c'est ce qu'on a toujours fait, cette cohésion entre les outils et l'humanité. Je pense qu'on est habillé et on est déjà un peu en symbiose avec tous nos outils. Donc je ne vois pas pourquoi l'IA en tant qu'énième outil soit pas en symbiose avec notre quotidien. Donc je veux rester très positif sur l'évolution de l'IA, très enthousiaste, parce que vraiment dans mon quotidien, moi je ne peux plus m'en passer. Ouais, moi aussi. Il est vraiment un outil très utile, il a du sens, il transforme l'énergie pour créer de la connaissance, donc il va vraiment dans le sens de cette négantropie créée localement. Et je suis très content que ça nous arrive maintenant. Je pensais que ça arriverait plus tard. D'où effectivement ces exponentielles qui sont toujours dures à lire, à prédire, parce qu'effectivement, nous on a un cerveau qui pense plutôt de manière linéairement. Bah, du coup, on a un point de vue qui est très optimiste de ta part, mais qui a quand même exposé le fait que s'il y a une différence entre nous et l'intelligence artificielle et qu'on ne puisse pas faire un, au final on va se retrouver plutôt en opposition et être les grands perdants de ça. Aujourd'hui, là déjà on arrive à la fin un peu de ce moment qui a été très instructif. En tout cas pour moi j'ai pris beaucoup de plaisir. On est parti beaucoup plus sur la philosophie, mais je pense qu'elle est très importante d'apporter de la philosophie au-delà de l'aspect technique, parce qu'on a besoin de comprendre et de conceptualiser et de savoir à quoi servent ces outils. On a assez de temps pour pouvoir regarder et à rentrer dans l'aspect technique, mais là c'était très intéressant d'avoir le côté philosophique. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse rester avec ça? Quel est le point que tu aimerais partager et sur lequel tu aimerais finir? Mais je te remercie déjà, Samuel, de m'avoir laissé une longue parole. J'espère que je n'aurai pas à embêter tout le monde avec beaucoup de physique, de thermodynamique. Je sais que c'est parfois rebutant. C'est dommage d'en rester à ce caractère rebutant. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas ça. Mais François Rodier, vraiment, je réitère mon conseil de le lire, François Rodier.
m'a fait tomber amoureux de ce concept qui unit, encore une fois, univers, biologie, sociologie, tout ça pour résumer que les structures dissipatives, nous en sommes, maximisent la production d'entropie. C'est-à-dire qu'effectivement, on change notre environnement parce qu'on exporte de l'entropie au profit de l'importation d'informations, donc création de négantropie localement. Je pense que le chemin qu'on a franchi dans la négantropie, il est déjà sympathique, puisque voilà, on a des moyens, et t'en es un très beau moyen de diffuser du savoir, de la connaissance. Donc ça, c'est magnifique, et il faut que tu continues et que collectivement, on arrive à ce cerveau global et cette intelligence toujours plus grande. Donc ça, c'est le côté très positif. Après, pour créer la négantropie à l'échelle de notre planète, on est obligé d'exporter de l'entropie, donc on crée du chaos, donc on touche à notre environnement, comme on l'a toujours fait depuis l'apparition de la vie sur Terre. On a modifié le climat de la planète, on va continuer de le modifier. Après, voilà, c'est cette course entre l'intelligence qui va nous permettre de résoudre toujours plus de problèmes, d'aller extraire toujours plus d'énergie verte et propre dans l'univers, mais en même temps, on a tellement modifié l'environnement qu'effectivement, il y a des effets très négatifs. Donc on est dans cette course où il y a, qu'on le veuille ou non, cette loi où on crée de l'information, et ça c'est super intéressant parce que j'espère qu'on a des auditeurs qui s'en rendent compte. On est toujours plus intelligent depuis la création de la vie sur Terre, mais en même temps, c'est le corollaire. On a créé de l'entropie dans ce qui nous entoure, et donc il faut surmonter ces changements qu'on a engendrés. Voilà, mon côté positif est qu'avec les nouveaux outils, et tu as cité l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir trouver des solutions là où on pense qu'il y a des plafonds, il y a des limites, et il y a plein de personnes qui pensent qu'on n'y arrivera pas. Et moi, je veux donner un peu d'optimisme. Je pense qu'on n'y arrivera pas dans l'état actuel de nos connaissances. Et donc, on en revient toujours à cette course de la connaissance. La connaissance nous permet de passer des choses qui nous pensaient infranchissables, des montagnes. Et j'espère que collectivement, parce que le collectif est super important, on va passer des montagnes qui nous semblent aujourd'hui infranchissables. Ok, formidable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir partagé. C'était vraiment plein de connaissances. Et en plus, dans ce que tu as dit, c'est que l'aspect écologique va être important. C'est ce qu'on va aborder la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, les likes, les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!